Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Cap Amérique à l'occasion de la COP28. Focus sur le continent américain, du Canada au Panama. Comment cette partie du monde est-elle impactée par les effets du réchauffement de la planète ? Et on ouvre cette émission spéciale avec ce chiffre, 58,5 degrés. C'est la température ressentie à Rio la semaine dernière. Alors que s'ouvre la COP28, l'urgence climatique n'a jamais été aussi visible en Amérique du Sud. Plus de 4000 départs de feu ont été recensés dans le Pantanal au Brésil. C'est 20 fois plus que l'an dernier. Bonjour à vous, Audrey Racine. Vous êtes notre spécialiste environnement. Merci d'être là, Audrey. Comment est-ce qu'on peut tenter d'expliquer la terrible canicule qui sévit en ce moment ? Alors, le réchauffement climatique joue un rôle important, c'est évident, mais il y a aussi le phénomène météo El Niño amplifié par le réchauffement climatique. El Niño tout à fait normal, mais réchauffant et asséchant. Et puis, il y a un autre facteur humain, la déforestation de l'Amazonie, parce que cette jungle n'est pas seulement l'un des poumons de la planète, elle joue aussi localement un véritable rôle de climatiseur. Sa végétation capte l'eau du sol, transpire, elle rafraîchit ainsi l'air d'une grande zone autour de ses abords. Dans les Andes, sur l'altiplano, la déforestation de l'Amazonie aurait ainsi entraîné une baisse des précipitations de plus de 10%. On voit bien là qu'il y a une profonde perturbation de la répartition des précipitations en Amérique du Sud. Actuellement, les 3/4 du Mexique sont en situation de sécheresse anormale alors que la saison des pluies touche à sa fin. Le Pérou, la Bolivie, le nord du Brésil doivent faire face au manque d'eau, alors que le sud du Brésil a, lui, subi de terribles inondations dans le même temps. Avec le réchauffement climatique, il y a plus d'évaporation. 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère pour chaque degré de réchauffement global. Cette eau, elle n'est pas disponible au sol. Et quand elle retombe, eh bien, elle retombe avec des pluies diluviennes, puisque aucune eau ne disparaît de la Terre, de notre atmosphère. Ce constat que vous venez de dresser à l'instant, Audrey, il est plus qu'alarmant. Et pourtant, Javier Milei, climato-sceptique assumé, déclaré vient d'être élu président en Argentine. Avant lui, on avait connu Jair Bolsonaro au Brésil. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces situations-là ? Alors, le climato-scepticisme, il n'est pas propre à l'Amérique du Sud, il est propre au populisme. On a pu le voir récemment aussi aux Pays-Bas, où Geert Wilders, grand vainqueur des élections, est lui aussi un climato-sceptique. Si ce fonds de commerce tout à fait irresponsable fonctionne bien, c'est tout simplement parce que les gens ont peur. Et il faut dire qu'évidemment, ça fait peur, le dérèglement climatique. Mais les électeurs de Javier Milei, ils préfèrent croire, comme il leur dit, que les activités humaines ne sont pour rien dans les catastrophes qui les touchent actuellement. Le problème, c'est que le choix de tels dirigeants a des conséquences dramatiques sur l'environnement global. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, la déforestation de l'Amazonie a augmenté de 75%, avec les conséquences immédiates que je vous relatais à l'instant. Et plus au nord du continent, le président américain a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à cette COP28 à Dubaï. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Audrey, de la politique américaine vis-à-vis du climat ? Eh bien, Joe Biden a d'autres priorités avec les conflits en Ukraine ou au Proche-Orient. Ça, c'est ce qu'a dit la Maison-Blanche. Mais on a appris la nouvelle très tardivement. L'hésitation a sans doute été longue parce que cette absence à la COP28 à Joe Biden, elle peut lui coûter très cher électoralement alors qu'on s'approche de la présidentielle. Il a fait en effet de la lutte contre le changement climatique un point essentiel de son opposition à Donald Trump, face à qui il pourrait se retrouver à nouveau. Il était présent, Joe Biden, aux deux dernières COP. Il a signé l'IRA, l'Inflation Reduction Act, l'an dernier, un plan de 4 000 milliards de dollars pour l'énergie et la sauvegarde du climat. Joe Biden tente de remettre les États-Unis sur le chemin des objectifs de l'accord de Paris, mais dans le même temps, le pays a subi l'inflation post-Covid comme partout ailleurs. Alors les États-Unis ne sont pas ravis qu'on leur demande encore une fois de mettre la main à la poche pour financer le fonds pertes et dommages qui doit être lancé lors de cette COP28. Ils veulent que la Chine, premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, soit également contributrice. Les États-Unis ne sont que le deuxième émetteur mondial, mais ils émettent depuis bien plus longtemps que la Chine et craignent aujourd'hui le montant salé de l'addition.
Merci beaucoup Audrey, merci pour tous ces éléments de compréhension. On va rester en Amérique du Nord, cap sur le Canada où plus de 18 millions d'hectares de forêts sont partis en fumée sur cette seule année 2023. La question climatique est là aussi essentielle. Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé la fin de la taxe carbone sur le mazout de chauffage pour une période de 3 ans. C'est une décision éminemment politique, vous allez le voir. Elliot Samuel. C'était il y a seulement 2 ans. À la COP26, le Premier ministre canadien Justin Trudeau présentait de nombreux objectifs ambitieux sur le climat. Nous allons limiter les émissions du secteur pétrolier et gazier. Et nous veillerons à ce qu'elles diminuent au rythme nécessaire pour atteindre 0 émission nette d'ici 2050. Pourtant, le Canada est aujourd'hui décrié pour son manque d'action face au réchauffement climatique. Dernier exemple en date, la suspension de la taxe carbone pour 3 ans sur le mazout de chauffage. Une taxe mise en place en 2019 avec l'objectif d'inciter les particuliers et les entreprises à consommer moins de combustibles fossiles. Nous devons nous assurer que nous combattons le réchauffement climatique d'une manière qui convienne à tous les Canadiens. La suspension de la taxe doit permettre de laisser le temps nécessaire aux Canadiens pour passer aux pompes à chaleur. Cette suspension de la taxe carbone ne s'applique en revanche pas sur le chauffage au gaz naturel. Pour beaucoup, il s'agit avant tout d'une décision prise dans un but électoral. L'objectif, selon certains, faire un cadeau aux habitants des provinces de l'Atlantique qui se chauffent majoritairement au mazout en vue des élections fédérales dans 2 ans. Désormais, cette taxe se retrouve au cœur de crispations politiques et beaucoup estiment qu'elle sera bientôt totalement enterrée. C'est en tout cas ce que demande l'opposition conservatrice. Le gouvernement ne peut pas mettre en place des taxes dont les citoyens ne veulent pas. Et ils ne veulent pas d'une taxe carbone. Supprimons la taxe. Une polémique dans un pays qui ne fait pour l'heure pas figure de bon élève en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Le Canada s'est engagé à réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45% sous les niveaux de 2005. Pour l'heure, la diminution n'est que de 8,4%. Et puis James André nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous James. Bonjour. Vous avez tourné avec Ashraf Habib une série de reportages sur les conséquences du réchauffement climatique et plus particulièrement sur ses effets sur les peuples autochtones. Vous vous êtes tous les deux rendus au Panama et vous vous êtes concentrés sur la question de la montée des eaux. Oui, absolument. Au Panama, comme partout ailleurs, avec le réchauffement notamment des couches supérieures des océans, et notamment l'occurrence de l'océan Atlantique, puisque c'est sur cette côte-là du Panama que nous nous sommes rendus, eh bien, le niveau des eaux est en train de monter. Et nous sommes allés à la rencontre des Guna, qui sont un peuple autochtone qui vit sur les îles de l'archipel San Blas. Alors, ces îles, ce sont des petites îles qui sont au large de la côte, mais qui ont une altitude maximale de quelques centimètres, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment au ras de l'eau. Et donc, dans cette zone, eh bien, les scientifiques craignent tout simplement que ces îles, et notamment l'île la plus peuplée, qui s'appelle Kartisugdub, eh bien, disparaissent tout simplement en dessous des flots. Alors, je vous propose qu'on écoute une habitante de Kartisugdub, c'est un extrait de notre reportage, eh bien, qui, elle, a d'ores et déjà des problèmes. Je vous expliquerai après. Avec plaisir, regardons. Edilbertina rentre chez elle après la réunion. Sa maison est posée juste au-dessus du niveau de l'eau. Lorsque la marée monte, l'eau de la mer monte partout dans cette maison-là et dans l'autre à côté. Ici, à 7 heures le soir, c'est la marée la plus haute. La maison d'Edilbertina est inondée 4 nuits par mois à la saison des grandes marées. Le soir même, elle nous accueille chez elle. Maintenant, c'est différent. Avant, ça commençait en janvier, février, mars. Maintenant, depuis 3 à 5 ans, le climat a changé. Ça commence en septembre, novembre, décembre. Et aussi le vent. Avant, il était au plus fort en janvier. Maintenant, il souffle différemment. Et puis, la pluie aussi est différente. Elle venait au mois de mai, et là, il pleut ce mois-ci. Ça change. Je me suis habituée, mais pour moi, c'est difficile. J'aime pas quand la maison est remplie d'eau. Edilbertina est veuve. Elle partage cette maison avec 8 autres personnes, dont sa mère, sa sœur et ses 3 fils.
Quand on est inondé, ça abîme toutes nos affaires. Les vêtements, les téléphones s'endommagent s'ils tombent. Et donc avec l'inondation, il faut tout ranger en hauteur et faire attention pour éviter que les choses ne s'abîment. Voilà, on vient de le voir dans cet extrait, James, ensemble, ce bouleversement climatique, ces effets, ces populations, elles ne sont plus simplement menacées par ce danger, elles le subissent. Oui, absolument, elles le subissent. Alors on le voit dans ces images, parce que ça correspond donc à ces grandes marées qui ont bougé par rapport aux saisons, qui elles-mêmes sont déréglées. Edilbertina nous disait que la pluie était inhabituelle à la saison où nous étions en train de tourner. Donc si vous voulez, on voit des chamboulements qui sont assez importants en termes de météo et de climat et qui rendent la vie vraiment difficile pour les gens. Et pourtant, vous avez aussi rencontré des climato-sceptiques. Alors absolument, paradoxalement, c'est notamment le chef de cette île, qui s'appelle le Sagla, c'est le nom traditionnel, qui est à l'origine du fait de vouloir déplacer la population, on y reviendra. Eh bien lui-même n'y croit pas. Lui, il déplace la population pour des questions de surpopulation. L'île est toute petite, elle fait la surface de 5 terrains de football, il y a 2000 personnes dessus. Et il dit, écoutez, non, les scientifiques disent que l'île va disparaître, mais moi je ne le pense pas. Alors il a probablement entre 70 et 80 ans. Et c'est vrai que ça pose cette question et ça permet de se rendre compte de ce climato-scepticisme d'où il vient. C'est-à-dire, comme ce sont des changements tout petits, c'est quelques millimètres par an, eh bien, quand on habite sur place, on ne le voit pas forcément. Il faut des instruments pour le mesurer et c'est alors qu'on peut se rendre compte. Et est-ce qu'on a déjà, sur place, envisagé des solutions pour ces habitants? Alors oui, il y a un village qui est en construction, qui s'appelle La Barriada et qui est pratiquement terminé du reste. Il y a 300 familles de l'île, c'est 90% de la population, qui vont se déplacer dans ce village. Il devrait normalement bouger l'année prochaine. Il y a eu plusieurs délais et retards, mais l'objectif étant d'anticiper, de ne pas se retrouver sur une île qui disparaît et de pouvoir avoir une solution de repli déjà prête. Un grand merci à vous, James. Merci d'avoir pris le temps de venir nous livrer aussi des extraits de ces reportages. Je vous invite à aller les regarder. Ils sont disponibles sur notre site internet. Une série de 4 reportages consacrés donc à ces bouleversements climatiques sur le continent. Merci à vous de votre fidélité, de votre attention. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Je crois qu'on a un peu surestimé la taille du coffre. Oui, on aurait dû prendre la remorque. Bon, on n'a plus qu'à revenir. La météo avec Carrefour Carte Cadeau. Des cartes pour toutes les envies. Carrefour, bien plus que des courses. Je trie et je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. Je participe à la protection de l'environnement. Pour mieux protéger mes petits-enfants, je rapporte mes médicaments non utilisés en pharmacie. La météo avec Cyclamed.